Très bien, mais on va pouvoir démarrer donc ce webinaire «Créer et partager mes premiers contenus». Donc, dans ce webinaire, je vais faire un rapide rappel sur la solution One pour ceux qui débutent sur l'ENT. Et ensuite, je vais vous présenter le thème du jour, donc la création de contenu partagé. Et je vais vous présenter les différentes étapes pour créer un contenu sur One et faire en sorte qu'il soit partagé avec d'autres utilisateurs, avec des élèves, d'autres enseignants, avec les parents des élèves, etc. Et enfin, je vous ferai une démonstration sur une plateforme de formation, sur l'ENT, de création d'un blog en respectant toutes ces étapes de création de ressources, de création de contenu à l'intérieur de la ressource, de partage de la ressource pour que les contenus soient visibles par d'autres utilisateurs, et enfin de mise à jour et de gestion des contenus partagés. Donc, One, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plateforme sécurisée qui est accessible 24 heures sur 24 sur ordinateur, tablette ou smartphone et qui va vous permettre, en tant qu'enseignant, de créer des outils pour des activités pédagogiques. Donc, vous avez un certain nombre d'outils pour créer des activités pédagogiques. Vous avez également sur votre ENT des outils qui vont vous permettre de communiquer avec les familles et les membres de la communauté éducative au sein d'un réseau social sécurisé. Donc sécurisé parce que pour y accéder, il faut un identifiant et un mot de passe. Et tout le monde ne peut pas communiquer avec tout le monde dans l'ENT. On verra ça, on détaillera un peu ces règles de communication un peu plus tard. Et enfin, dans One, vous avez sur la page Mes applis un accès unique à tous vos services numériques. Donc que ce soit les services internes à l'ENT, mais également il peut s'agir de liens ou de connecteurs vers des ressources externes. Alors, si vous voulez un peu plus de détails sur l'utilisation de votre ENT, notamment la présentation de l'interface de votre ENT, n'hésitez pas à voir les vidéos qui se trouvent sur le site One, mais qui se trouvent également sur la chaîne YouTube One. Donc, vous avez les liens des vidéos sur le support. On vous déposera le support en fin de session dans le fil de conversation. Vous pourrez le télécharger directement depuis le fil de conversation. Donc, je vais y aller avant que les vidéos se lancent. Alors, avant de savoir avec qui vous pouvez partager les contenus que vous allez créer, il faut savoir avec qui vous pouvez communiquer. En effet, pour pouvoir partager un contenu, il faut avoir des droits de communication avec d'autres utilisateurs. Donc, ces droits de communication, ils ont été mis en place par défaut lors du paramétrage de votre école. Un administrateur local sur votre école a la possibilité de personnaliser ses droits de communication par défaut. Alors, quels sont ces droits de communication par défaut? Par défaut, un enseignant et les personnels non enseignants d'une école peuvent communiquer avec tous les utilisateurs au sein de l'école. Donc avec tous les élèves de l'école, avec tous les parents de l'école, avec tous les enseignants, les personnels non enseignants de l'école. Les élèves, quant à eux, ont la possibilité de communiquer avec tous les personnels non enseignants de l'école, avec l'enseignant ou les enseignants, si jamais il y en a deux ou plusieurs, de sa classe, avec les élèves de sa classe et pas les autres élèves de l'école, et avec ses propres parents. Un parent, quant à lui, a la possibilité de communiquer avec tous les personnels non enseignants de l'école, avec les enseignants de la classe de ses enfants, de son ou de ses enfants, suivant que le parent a un ou plusieurs enfants dans l'école, et avec ses propres enfants. Donc ça, c'est les règles de communication par défaut. Elles peuvent être modifiées par l'administrateur local de l'école. Pour savoir avec qui
vous pouvez communiquer et trouver les utilisateurs avec qui vous pouvez communiquer, les utilisateurs individuels ou les groupes, vous pouvez utiliser l'application Annuaire qui va vous permettre de rechercher soit des utilisateurs, soit des groupes d'utilisateurs et de gérer des favoris de partage. Donc, on va revenir tout de suite sur la création de contenu. Alors, pour pouvoir créer des contenus dans One, il faut préalablement créer une ressource au sein d'une application. Dans One, vous avez plusieurs types d'applications. Au sein de ces applications, vous allez pouvoir créer une nouvelle instance d'application. Donc, une instance de wiki, une instance de blog, un cahier multimédia en particulier, une frise chronologique en particulier, un cahier de texte. Voilà. Ces instances, j'appelle des ressources, vous avez la possibilité de les créer en rentrant dans l'application et en cliquant sur le bouton créer un wiki, créer une carte mentale, créer un blog. Ces boutons de création de nouvelles ressources se retrouvent généralement en haut à droite de votre page dans l'application. Donc, on va le voir tout de suite en démonstration. Je passe sur les différentes étapes et ensuite on passera en démonstration et je vous montrerai comment utiliser ces boutons. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez créé la ressource, l'instance d'application, ça sera d'y ajouter de nouveaux contenus parce que votre instance d'application, au départ, elle sera vide. Pour ajouter de nouveaux contenus, vous avez généralement un bouton qui vous permet de créer de nouveaux contenus. Ce n'est pas le cas sur toutes les applications. Il y a certaines applications où vous arrivez directement en édition de contenu, mais pour la plupart, vous avez un bouton pour créer un nouveau contenu. Et une fois que vous êtes en mode édition d'un nouveau contenu, vous voyez apparaître un éditeur de texte riche qui va vous permettre d'ajouter du texte, mais pas seulement. Vous pouvez ajouter également des liens vers des contenus internes ou externes et des contenus multimédia, son, images et autres contenus multimédia vidéo et interactifs. Donc ça, c'est la seconde étape. Une fois que vous avez créé vos contenus, donc ça peut être des contenus de type multimédia, comme on a dit, ça peut être des contenus de type image. Donc ce support, il sera déposé et puis on va revenir dessus hein, pendant la présentation. Ne vous inquiétez pas si je passe vite dessus. Une fois que vous avez créé ces contenus, il va falloir partager votre ressource pour que d'autres utilisateurs puissent voir ces contenus. Quand vous créez une ressource, une nouvelle instance d'application, elle n'est visible que de vous-même tant que vous ne l'avez pas partagée. Donc, on va voir en démonstration aussi également comment partager un contenu pour qu'il soit visible par d'autres utilisateurs, par ses élèves, par les parents des élèves et par d'autres enseignants ou des personnels non enseignants. Et on va le voir en détail sur la création d'un blog partagé. Donc, je vais tout de suite changer mon partage pour accéder à l'ENT et me connecter avec un compte enseignant. Alors, je cherche quelle est la bonne fenêtre. Voilà, je partage. Et donc là, vous devez voir sur mon partage l'ENT One. Je suis connectée ici avec un enseignant qui s'appelle Stéphane Loison et je suis en anglais, donc je vais remettre la langue en français. J'avais dû faire un test. Voilà, je me suis remis en français. Donc je suis bien connectée sur One. Donc vous avez pu voir que sur l'onglet outils, on peut changer la langue. Par défaut, c'est en français. Je veux aller voir les applications auxquelles j'ai accès. Je vais cliquer sur mes applis. J'ai ici toutes les applications auxquelles j'ai accès sur mon école, de par mon profil. J'ai plusieurs types d'applications. Ici, je vais trouver des applications qui sont plutôt liées au pilotage de la classe, telles que le cahier de texte ou le carnet de liaison, par exemple. J'ai des applications qui sont plutôt liées à la création de contenu pédagogique ou à la communication,
tels que le blog, la frise chronologique, le pad, la carte mentale, le cahier multimédia, le wiki. Et je vais avoir un troisième type d'application qui seront plutôt des liens ou des connecteurs vers des ressources externes. Donc ça, c'est un troisième type de service qui est les liens vers les ressources externes. C'est pour ça qu'on disait que c'était un point d'entrée à tous vos services numériques parce que il est possible, donc ça c'est paramétrable par l'administrateur local sur l'établissement ou par d'autres administrateurs locaux au niveau académie, région, il est possible de rajouter des liens ou des connecteurs vers des ressources externes. Aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur la création de contenu sur des applications qui vont vous permettre de créer des contenus pédagogiques ou de communiquer. Si je vais donc sur une application, pour rentrer sur une application, je vais cliquer dessus. Si je vais sur une application, on voit que j'ai ici en haut à droite un bouton de création d'une nouvelle instance de cette application. Donc ici, un bouton pour créer un cahier dans l'application cahier multimédia. Donc ça, c'est la première étape, créer une nouvelle ressource. Donc là, je suis sur le cahier multimédia, mais je peux faire ça également sur la carte mentale. Je vois ici les cartes mentales auxquelles j'ai accès. J'ai un bouton en haut à droite pour en créer une nouvelle. Si je me déplace encore sur la frise chronologique, par exemple, je vais avoir également ici en haut à droite un bouton pour créer une frise chronologique. Donc ça, c'est la première étape, la création d'un nouveau contenu. C'est la même chose ici sur le wiki. J'ai ici un bouton en haut à droite pour créer un nouveau contenu. Et une fois que j'ai créé un nouveau contenu, il s'ajoutera ici à la liste des contenus existants. Et quand j'entrerai sur la nouvelle ressource que j'ai créée, le nouveau contenu, j'aurai la possibilité de créer un nouveau contenu. Donc, je rentre ici sur cette nouvelle ressource, sur cette nouvelle instance d'application, et j'ai ici, par exemple, un bouton pour créer une nouvelle page. Donc, le wiki fonctionne sous forme de page. Donc, mon bouton de création de nouveaux contenus, ça sera un bouton de création de nouvelles pages. Si je ressors, je vais par exemple sur l'application frise chronologique. Donc, j'ai bien mon bouton de création de ressources. Si je rentre dans une des ressources que j'ai créées, j'ai ici un bouton qui va me permettre d'ajouter un nouvel événement. C'est mon bouton d'ajout de contenu. Donc ici, si j'ajoute un nouvel événement, je trouverai dans mon édition d'un nouvel événement, excusez-moi, un éditeur de texte. Cet éditeur de texte riche, vous le retrouvez sur la plupart des applications de One. Il va vous permettre de mettre en forme du texte. Il va également vous permettre d'ajouter des liens et des contenus multimédia. J'ai quelques applications sur lesquelles l'ajout d'un nouveau contenu se fera de manière un peu différente. Par exemple, sur une carte mentale, si je vais sur une carte mentale et que j'ouvre une carte mentale, j'arrive directement en édition. Je n'ai pas besoin de cliquer sur un bouton pour pouvoir modifier ma carte mentale. Et puis, mon éditeur, mes outils de modification de ma carte mentale sont un petit peu différents. Si je retourne sur mes applis, si je vais sur le cahier multimédia et que je vais sur un cahier multimédia, une instance de cahier multimédia, là, je n'ai pas un bouton de création d'un nouveau contenu. Par contre, j'ai un bouton modifier qui va me permettre ici soit d'ajouter une nouvelle page, soit d'ajouter tout simplement de nouveaux contenus directement dans une page existante. Là, même chose, les outils d'ajout de contenu sont un petit peu différents des autres applications. Voilà, c'est les quelques exceptions qu'on a sur les applications. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment cela fonctionne sur un blog. Donc, je vais dans mon application blog. Donc, l'application blog, si je rentre dans un blog, ça me permet de publier des billets qui vont être classés par ordre chronologique décroissant
et qui sont en fait des formes d'articles qui vont apparaître ici, donc en entier, que je peux dérouler ou diminuer. Et dans la partie gauche de mon écran, j'ai la liste de mes billets de blog si je veux naviguer rapidement d'un billet à l'autre. Donc, pour créer une nouvelle instance de blog, il va falloir d'abord que je me positionne sur l'application blog, sur la page d'accueil de l'application blog, où je vois tous les blogs auxquels j'ai accès. Ici, j'ai donc bien mon bouton excusez-moi, en haut à droite pour créer une nouvelle instance. Je clique sur créer un blog. Là, je vais pouvoir créer mon blog en rentrant un titre. Donc, le système, ça sera le même sur plusieurs applications. Si vous créez un nouveau wiki, vous aurez même chose, la possibilité de renseigner un titre et d'ajouter une image. Donc l'image que vous ajoutez, vous pouvez la choisir dans votre espace personnel. C'est l'onglet sélectionné par défaut. Si vous avez déjà importé des images sur l'ENT dans votre espace documentaire ou dans une autre appli, donc si vous avez des images que vous avez déjà importées sur l'ENT, vous pouvez les prendre directement ici. Si ce n'est pas le cas, vous avez un autre onglet, charger un document, qui, en cliquant sur parcourir, va vous permettre d'aller chercher une photo sur votre explorateur de documents. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà pas mal de photos. Je vais en réutiliser une qui est sur mon espace personnel. Je la sélectionne et je clique sur ajouter pour l'ajouter comme vignette de mon nouveau blog. Je clique sur enregistrer. Je vois ici dans mes blogs que j'ai mon nouveau blog qui apparaît. Pour l'instant, il n'est partagé avec personne et il est vide. Je vais rentrer dans mon blog et je vais créer des nouveaux contenus dans mon blog. C'est l'étape numéro 2 de création de nouveaux contenus dans une instance d'application. Donc, je clique ici sur créer un billet pour créer un nouvel article dans mon blog. Je vais donner un titre à mon billet. Donc, quand je crée un nouveau blog, je peux faire un billet de bienvenue dans lequel je mettrai un message de bienvenue et surtout j'expliquerai quel est l'objet de mon blog, à quoi il va servir et comment on va l'utiliser en classe. Donc je rentre, une fois que j'ai rentré le titre, je vais rentrer le corps de mon contenu, le contenu dans l'éditeur de texte riche qui est ici. Cet éditeur de texte riche, il va me permettre de mettre en forme mon contenu. Donc j'ai des fonctionnalités de mise en forme, je peux le mettre en gras, je peux le mettre ici en souligné, je peux, en italique, excusez-moi, je peux le mettre ici en souligné, je peux le centrer, je peux, par exemple, y mettre de la couleur, par exemple, hop là, une couleur un peu vive, ici. Donc, je vois ici que j'ai changé pas mal de choses sur mon contenu. Je peux changer également la police et la taille de la police de mon contenu. Voilà. Donc, j'ai toute cette partie mise en forme de mon texte. Si je ne suis pas contente de ce que j'ai fait, je peux supprimer la mise en forme pour revenir hop, au début à mon texte brut. J'ai supprimé la mise en forme. Dans mon éditeur de contenu, je vais avoir la possibilité de rajouter des liens et des contenus multimédia. Je peux rajouter par exemple une image. Je vais cliquer sur image ici dans mon éditeur de contenu. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la même fenêtre d'ajout d'image. Je vais pouvoir sélectionner mon image dans mon espace personnel si j'ai déjà importé l'image sur mon ENT, dans mon espace de documentaire ou sur une autre application. Je vais également pouvoir charger un nouveau document et cliquer sur l'onglet et cliquer sur le bouton parcourir pour ouvrir l'explorateur de mon appareil. Là, je vais aussi choisir une photo que j'ai déjà sur mon espace de travail. Ça me permet d'aller plus vite. Une fois que j'ai sélectionné, une fois que j'ai ajouté ma photo, donc elle est incorporée ici dans mon billet, j'ai la possibilité de la sélectionner pour pouvoir la retoucher. Donc, je peux changer la taille de l'image. Bon, là, ça fait un peu petit, je la remets en plus grand. Et je peux avoir des retouches un peu plus fines en cliquant sur le bouton retoucher. Donc, je vais pouvoir, dans la retouche d'image, pivoter mon image de 45 degrés à chaque fois.
je vais pouvoir la rogner ici en attrapant les coins et en étirant ou en diminuant ma zone. Une fois que j'ai terminé de ma retouche, je vais cliquer sur appliquer pour qu'elle soit prise en compte. J'ai la possibilité de flouter ma photo, donc ça peut être intéressant pour flouter des images, des visages, si vous n'avez pas de droit à l'image. Même chose, je clique sur appliquer pour que ce soit pris en compte. J'ai la possibilité de redimensionner ma photo, de l'agrandir ou de la diminuer en l'étirant, ou alors dans la partie droite de mon écran en rentrant les valeurs absolues. Même chose, je vais cliquer sur le bouton appliquer pour que cette retouche soit prise en compte. J'ai ensuite la possibilité de retoucher les propriétés de mon image. Donc, je peux changer le titre de mon image. J'ai la possibilité aussi d'y ajouter une légende. Je vais mettre un espace quand même. Voilà. Et je vais enregistrer toutes mes retouches qui seront prises en compte ici sur mon image. Une fois que j'ai terminé de rédiger mon billet de bienvenue, j'ai la possibilité soit de l'enregistrer. Dans ce cas-là, il est enregistré à l'état de brouillon. Il n'est visible que de moi-même et pas avec toutes les personnes avec qui est partagé le blog. J'ai la possibilité, mon brouillon, de le modifier, d'y ajouter éventuellement des contenus. Je l'enregistre et une fois que j'ai enregistré mes modifications, j'ai la possibilité de publier mon billet pour qu'il soit visible par toutes les personnes avec qui j'ai partagé mon blog. En l'occurrence, pour l'instant, j'ai partagé mon blog avec personne. Mais une fois que je l'aurai partagé, le fait d'avoir publié mon billet permettra à toutes les personnes avec qui j'ai partagé ce blog, au moins en consultation, de voir ce billet. Je peux créer, une fois que j'ai créé mon billet de bienvenue, un nouveau billet avec du contenu pédagogique, par exemple. Donc là, j'ai un exemple où je vais rajouter des contenus sur les rectangles, par exemple. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter dans mon éditeur de texte plusieurs types de contenus. J'ai la possibilité d'ajouter des contenus de type vidéo. Donc, je peux solliciter mes élèves, par exemple, pour regarder une vidéo. Voilà, regardez cette vidéo et je vais aller sélectionner ma vidéo en cliquant ici sur Ajouter un contenu multimédia. Donc là, j'ai deux possibilités. Je peux ajouter une vidéo qui se trouve sur une de ces plateformes d'hébergement qui apparaît dans la section supérieure. Pour cela, j'aurais besoin uniquement de l'URL de la vidéo que j'irai récupérer sur une de ces plateformes d'hébergement. Si ma vidéo n'est pas hébergée sur une de ces plateformes d'hébergement, donc là, je suis sur une plateforme de formation. Sur votre plateforme à vous, vous avez peut-être des choix supplémentaires. Mais si la vidéo n'est pas hébergée sur une des plateformes d'hébergement qui m'est proposée dans la première section, j'ai la possibilité aussi d'intégrer une vidéo avec du code embarqué. Et dans ce cas-là, j'utiliserai ici le bouton de partage pour coller mon code embarqué que j'aurai récupéré sur la plateforme d'hébergement de ma vidéo. Par exemple, je veux intégrer une vidéo qui est sur les fondamentaux de Canopé. Je peux aller chercher le code intégré sur le site des fondamentaux de Canopé. Donc là, j'avais déjà été chercher une vidéo sur les rectangles. J'ai un bouton ici pour pouvoir intégrer la vidéo. Je vais cliquer dessus pour pouvoir récupérer le code embarqué et intégrer ma vidéo. Donc j'ai ici un code d'intégration qui apparaît. Je vais le copier et je vais aller le coller sur l'ENT. Donc je retourne sur l'ENT, je vais ici sur ce bouton de partage. Dans la zone de saisie, je vais aller coller le code d'intégration que j'ai récupéré sur les fondamentaux de Canopé. Je vois que j'ai une prévisualisation de ma vidéo qui s'affiche ici. Je vais cliquer sur le bouton Appliquer pour intégrer ma vidéo
dans mon éditeur de texte. Donc ça, c'est valable sur toutes les applications qui utilisent cet éditeur de texte. On a également vu qu'on pouvait intégrer des contenus multimédia en utilisant directement des URL. Donc, on peut par exemple intégrer un exercice depuis Learning Apps. Donc, Learning Apps, c'est une des plateformes qui me sont proposées. Donc là, j'ai trouvé un exercice de type qui veut gagner des millions sur Learning Apps, sur les rectangles notamment. Je vais aller récupérer ici l'URL de mon contenu multimédia Learning Apps. Je vais revenir sur l'ENT. Je vais ici cliquer sur le bouton d'ajout d'un nouveau contenu multimédia. Je vais choisir la ressource Learning Apps et je vais coller ici mon URL. J'ai mon exercice qui s'intègre ici en prévisualisation. Je peux cliquer sur Appliquer pour qu'il soit ajouté ci-dessous dans mon éditeur de texte. Donc là, j'ai mon exercice qui pourrait être fait directement par les élèves sur le billet de blog. Dans mon billet de blog, j'ai également la possibilité d'ajouter d'autres types de contenus multimédia. Je peux ajouter des contenus multimédia de type son. Ça peut être des contenus que j'enregistre directement à partir de l'outil dictaphone qui se trouve sur l'ENT, sur One. Donc pour ça, j'ai juste à cliquer sur le bouton ici pour démarrer l'enregistrement. Une fois que mon enregistrement est terminé, je l'arrête. Je le sauvegarde sur mon espace documentaire et il sera incorporé à mon billet de blog. J'ai également une autre possibilité d'ajout d'un document de type son. Je peux charger un document qui est présent sur mon espace, sur mon poste de travail. Pour ça, je vais sur le deuxième onglet, charger un document et je vais cliquer sur parcourir pour ouvrir l'explorateur et sélectionner mon document son. Et enfin, je peux récupérer un contenu son que j'ai déjà importé dans mon ENT. Donc pour ça, je vais sélectionner l'onglet Parcourir mon espace personnel et je vais sélectionner la catégorie dans laquelle a été ajouté mon contenu. Donc si je l'ai ajouté dans une autre application, je vais le chercher dans Documents ajoutés dans les applications. Si c'est un document personnel que j'ai importé mais pas partagé, je vais aller le chercher dans la section Mes documents. Si c'est un document son que j'ai partagé ou qui a été partagé avec moi, je vais aller le chercher dans la section Documents partagés. Donc là, je vais prendre un son que j'avais déjà ajouté dans les applis. Je clique sur Ajouter et je vois ici que j'ai cet élément de son qui s'ajoute. Ça peut être intéressant pour ajouter une consigne, surtout pour les plus petits, ça vous permet d'ajouter une consigne orale pour ceux qui ne savent pas encore lire. C'est intéressant. Et on a vu également qu'on avait la possibilité d'ajouter des contenus de type image. Donc ça, on l'a déjà fait précédemment dans le dernier billet, je ne vous le remonte pas tout de suite. On a également la possibilité d'incorporer dans un billet des formules mathématiques. Donc, il y a une formule mathématique toute faite qui est proposée. Voilà, il suffit d'appliquer pour l'insérer. Vous pouvez les personnaliser. Bon, en primaire, vous avez peut-être moins besoin des formules mathématiques. Et enfin, vous avez la possibilité d'ajouter dans votre éditeur de texte des liens. Alors, on peut demander par exemple à l'élève, toujours sur le thème des rectangles, de lire une fiche leçon, par exemple. Qui se trouve que j'ai déjà importé, c'est un document PDF que j'ai déjà importé dans mon espace documentaire. Donc, je peux faire un lien vers cette fiche leçon. Je peux faire un lien en cliquant sur l'onglet en forme de maillon. Donc là, j'ai deux possibilités, soit d'ajout de lien, soit j'ajoute un lien vers un site, vers une adresse externe, un site internet externe à l'ENT. J'ai la possibilité de faire un lien interne à l'ENT. Pour cela, je vais choisir l'application dans laquelle je veux faire le lien.
Donc, en l'occurrence, c'est dans l'espace documentaire que je veux rechercher mon document et je vais taper les premières lettres de mon document pour le rechercher et le faire apparaître. Donc là, angle droit, c'était la leçon que je voulais que voient mes élèves. Donc, je vais créer un lien. Je peux décider de le faire ouvrir dans un nouvel onglet. Je clique sur créer un lien et j'ai ici mon lien vers la leçon. Alors, pour que les élèves puissent voir cette leçon, il faudra préalablement que dans votre espace documentaire, vous ayez partagé ce document avec les élèves. On verra le partage un peu plus tard. J'ai également donc la possibilité de faire des liens en interne vers les espaces documentaires, vers un document qui est dans l'espace documentaire. Je peux faire aussi des liens vers des contenus qui sont dans d'autres applications. Je peux demander aux élèves de faire cet exercice. Donc, c'est un exercice que j'ai déposé sur un wiki et que ouais, c'est un exercice un peu sous forme de jeu avec un code mystère à découvrir en fonction de réponses qu'on a à des questions sur les rectangles. Donc, je crée mon lien. Ici, j'ai le bouton en forme de maillon. Je vais chercher ici mon application Wiki et je vais taper les premières lettres de, euh, de ma page de ma page Wiki qui s'appelle Code Mystère sur laquelle j'ai fait mon exercice. Donc, je le sélectionne, je clique sur Créer un lien. Je peux choisir de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Je clique sur Créer un lien et j'ai ici mon lien qui est ajouté vers l'exercice sur le wiki. Donc, voilà pour l'ajout de contenu dans un éditeur de texte. Une fois que j'ai terminé tous ces ajouts, je vais publier mon billet pour qu'il soit visible par les utilisateurs. Alors, pourquoi il ne veut pas? J'ai mis trop longtemps à créer mon contenu. Voilà, donc une fois que j'ai fini de créer mon billet, j'ai la possibilité, et je l'ai là publié, donc il sera visible par tous les utilisateurs avec qui j'ai partagé mon blog. Mais pour l'instant, mon blog, je ne l'ai pas encore partagé. Donc c'est l'étape suivante, l'étape 3 de partage de mon blog. Pour ça, je vais revenir sur la page d'accueil des blogs où je vois tous mes blogs. Je vais sélectionner mon blog en cliquant une fois dessus et dans le menu qui apparaît en bas, je vais cliquer sur le bouton Partager. Je vais rechercher dans ma fenêtre de partage qui apparaît, je vais rechercher les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs avec qui je veux partager mon blog. Donc, si je veux le partager avec des membres de la classe de CE2, je suis enseignante de CE2, je vais cliquer je vais taper les premières lettres, CE2, et je vais aller rechercher les groupes de profils avec lesquels je veux partager ce blog. Donc, je peux le partager avec les autres enseignants de CE2 s'il y en a d'autres. D'autres enseignants, alors c'est de CE2, c'est la classe. Là, on a donné un nom de niveau, mais c'est le nom de la classe. Hein. Je peux également partager avec les parents de CE2, avec les élèves de ma classe de CE2 et avec donc les enseignants de ma classe de CE2 s'il y a un autre enseignant dans ma classe et avec les personnels de ma classe s'il y a des personnels non enseignants rattachés à ma classe. Donc ça, c'est des groupes que j'ai ajoutés. Ils apparaissent ici dans un tableau. Si je clique sur voir la suite, je peux voir tous les groupes que j'ai ajoutés ici dans mon tableau. Par défaut, les groupes que j'ai ajoutés, ils ont des droits de consultation et des droits de commentaire. Ça veut dire qu'ils peuvent voir mon blog, voir les contenus présents dans mon blog et ils peuvent commenter les différents billets créés dans mon blog. Je peux leur enlever certains droits en décochant certaines cases, par exemple. Je peux ajouter des droits supplémentaires en recochant des cases. Par exemple, je peux donner, si j'ai un autre enseignant dans ma classe, je peux lui donner également des droits de contribution sur mon blog pour qu'il puisse créer de nouveaux billets
Et je peux également lui donner des droits de gestion si je veux qu'il puisse lui-même partager le blog avec d'autres utilisateurs, modifier les propriétés du blog, l'image, le titre ou supprimer ce blog. À mes élèves, j'ai la possibilité de leur donner des droits de contribution sur le blog. Ça leur permettra de créer un nouveau billet dans le blog. Mais sur le blog, j'ai une particularité, c'est que j'ai un circuit de publication qui est par défaut défini à la valeur billet à soumettre. Billet à soumettre, ça veut dire que lorsque les personnes ont des droits de contribution sur le blog, ils auront la possibilité de créer un nouveau billet, ils auront la possibilité de l'enregistrer en tant que brouillon, ils auront la possibilité de me l'envoyer, mais pas de le publier directement pour qu'il soit visible par tous les autres utilisateurs définis dans le partage ici. Le billet qui sera créé par l'élève et qu'il m'aura envoyé, il sera en attente de validation et il ne sera visible que par moi qui suis le gestionnaire de ce blog, par les autres personnes que j'ai définies comme gestionnaires du blog, qui pourront elles aussi valider les billets en attente de validation, et il sera visible par l'élève qui a créé ce billet. Donc, en l'occurrence, là, je n'ai pas forcément envie de donner des droits de contribution à tous les élèves de CE2. Donc, je vais décocher la case. Par contre, je peux choisir de donner des droits de contribution à un groupe d'élèves ou à un élève en particulier durant une semaine. Donc, cette semaine, je vais dire que je vais choisir mon élève Lucie Carpentier pour lui donner des droits de contribution. Donc, le circuit de publication, il est à billet à soumettre. Ça veut dire que quand elle crée un billet et qu'elle me l'envoie, il ne sera pas visible par tous ces destinataires-là, mais uniquement par moi dans un premier temps, tant que je n'ai pas publié son billet. Si j'avais choisi publication immédiate, Lucie aurait pu créer un billet et le publier immédiatement de telle sorte qu'il soit visible par tous les autres destinataires du partage. Une fois que j'ai terminé mon partage, j'ai la possibilité de l'enregistrer comme favori. Si je veux garder en mémoire tout ce groupe d'utilisateurs et pouvoir le réutiliser sur un prochain partage ou en destinataire d'un message dans la messagerie de l'ENT, j'ai la possibilité de l'enregistrer comme favori. Je pourrais rappeler cette liste en tapant juste le nom de mon favori. Donc, une fois que j'ai terminé mon partage, je vais cliquer sur partager pour qu'il soit bien pris en compte. J'ai une confirmation sur un message en vert. Donc, cette fois-ci, mon blog est partagé avec mes élèves notamment et d'autres utilisateurs. Je vais maintenant me connecter avec un profil élève pour que vous puissiez voir, donc je vais accélérer parce que j'ai pas mal de retard, pour que vous puissiez voir avec ce profil élève quels sont les droits de cet élève. Donc, je vais avec Lucie Carpentier. Je me connecte ici avec un compte élève de CE2. Je vois ici que dans le fil de nouveautés, j'ai un message qui m'indique qu'on m'a partagé le blog Continuité pédagogique. Si je clique sur le blog, je pourrais accéder directement à mon blog depuis le fil de nouveautés. Et je vois que Lucie, comme on lui a donné des droits de contribution sur le blog Continuité pédagogique, elle a ici un bouton pour créer un nouveau billet. Elle a également un bouton ici pour commenter le billet de bienvenue parce qu'on lui a également donné des droits de commentaire sur le blog. Donc, elle écrit un commentaire, merci, elle clique sur enregistrer, elle a créé son commentaire. Donc, elle a aussi la possibilité de consulter ce billet. Donc, il y a eu quelques petits soucis lors de l'intégration de la Video Learning Apps. Donc, elle peut accéder à la fiche leçon ici, que je n'avais probablement pas partagée avec elle, donc elle ne la voit pas. Et elle a la possibilité de créer un nouveau billet. Donc, je clique sur le bouton Créer un billet. Je vais actualiser ma page parce que j'ai des petits soucis de... Voilà, je retourne sur mon blog. Je clique ici sur Créer un billet.
Donc Lucie a la possibilité de créer un nouveau billet et par exemple d'ajouter une image de sa production. Si on a demandé par exemple à chaque élève d'ajouter, de dessiner un rectangle de tel diamètre et de l'ajouter. Donc ici, elle l'ajoute depuis son appareil. Donc elle est allée dans charger un document, parcourir. Elle va sélectionner ici sa production, l'incorporer. Elle a ici le bouton qui lui permet de retoucher son image et notamment de l'alléger pour éviter que son quota de stockage soit trop occupé. Et elle va cliquer sur le bouton importer pour l'incorporer dans son espace documentaire. Puis, une fois que c'est sélectionné ici, cliquez sur ajouter pour l'ajouter dans son billet. Et on voit ici qu'elle a la possibilité soit d'enregistrer le billet. Donc là, alors elle n'a pas mis de titre. On va mettre ma production. Elle a ici la possibilité soit d'enregistrer le billet. Donc là, il sera visible que par elle à l'état de brouillon. Elle pourra y revenir plus tard pour le modifier. Ou alors, elle a la possibilité d'envoyer ce billet pour validation d'un des gestionnaires, donc soit moi l'enseignant, soit un autre enseignant qui a des droits de gestion sur le bloc continuité pédagogique. Si je reviens très rapidement avec le compte de mon enseignant, je vois ici que j'ai dans mon fil de nouveautés une notification qui m'indique que j'ai un élève qui a rajouté un billet dans le blog. Je vois effectivement que j'ai ce billet à l'état billet à valider. J'ai la possibilité ici soit de le modifier. J'enregistre mes modifications en cliquant sur le bouton enregistrer. Et une fois que je l'ai modifié, j'ai la possibilité de le publier. Et là, désormais, ce billet est visible par tous les autres destinataires de mon partage de blog. On voit que Lucie a créé un commentaire aussi, ici sur mon billet de bienvenue. Ce commentaire qu'elle a créé, j'ai la possibilité soit de le modifier, on met, je ne sais pas, un point d'exclamation par exemple, et j'enregistre ma modification. Si le commentaire est inapproprié, j'ai également la possibilité de le supprimer. Je n'ai ainsi plus de commentaires sur mon billet de bienvenue. Si vous avez des questions sur l'utilisation d'une application, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à utiliser l'aide en ligne. C'est le petit bouton en forme de point d'interrogation qui se trouve en haut à droite sur le menu supérieur. Vous avez une aide qui vous suit sur l'application sur laquelle vous êtes. Donc, je suis sur l'application blog. J'ai ici une aide contextuelle sur le blog avec plusieurs articles d'aide sur ce qu'il est possible de faire dans un blog. Si je vais sur une autre application ou sur ma page d'accueil, mon aide contextuelle va changer. J'aurai une aide sur la page sur laquelle je me trouve.